Bonjour à tous. Donc cette présentation va s'articuler autour de deux présentations finalement. La première, elle sera présentée par Cathy et moi-même et on va voir ensemble l'intérêt de l'hémogramme et de l'examen du frottis sanguin en cancérologie. Et la deuxième partie sera présentée par Clémence qui exposera les dernières innovations IDEX, donc à savoir le cancer DX et l'INVIO. Alors, à quoi peut-on s'attendre sur l'hémogramme lors de cancer? Quelles sont les répercussions, les anomalies, en tout cas quantitatives, que l'on peut observer sur l'hémogramme? Si on réfléchit de manière dichotomique par lignée, voici ce que l'on peut obtenir. Donc pour la lignée rouge, lors de cancer, il est très fréquent d'observer une anémie non régénérative, pour la simple et bonne raison que le cancer est un processus inflammatoire chronique en tant que tel, et que dans ce contexte-là, on va avoir des sécrétions de certaines cytokines qui vont induire une séquestration du fer dans les macrophages, et donc ce fer ne sera plus disponible pour mener à bien l'érythropoïèse, donc la maturation des globules rouges dans la moelle, et donc de facto on aura cette anémie non régénérative qui va apparaître et qui peut être plus ou moins marquée, en général assez discrète. Cette anémie non régénérative, elle peut aussi être en lien avec une diminution de la production, notamment si la moelle est infiltrée par des cellules tumorales. Et on peut également avoir, de manière moins fréquente, une anémie qui est régénérative, notamment s'il y a des pertes sanguines. On peut par exemple penser à un hémangiosarcome qui va saigner dans l'abdomen, ou bien une tumeur du système digestif. Et encore là, ça peut être discutable parce que certaines tumeurs digestives saignent, mais de manière assez occulte. Et en fait, à terme, la moelle peut entre guillemets s'épuiser. On peut avoir une anémie fériprive qui, elle, peut être non ou régénérative. L'anémie régénérative, elle peut aussi être observée dans un contexte d'hyperhémolyse. Cette hémolyse, elle peut être en lien avec la phagocytose en elle-même des globules rouges. On peut penser notamment au sarcome histiocytaire, hémophagocytaire, ou bien être en lien avec une destruction dysimmunitaire secondaire, par exemple dans un contexte de lymphome. Et de manière beaucoup plus rare, on peut avoir une polyglobulie paranéoplasique. C'est possible dans un contexte de tumeur rénale, mais également dans des tumeurs extra-rénales qui vont sécréter une substance érythropoïétine-like. C'est relativement rare, mais c'est décrit dans certaines tumeurs, notamment ça a été décrit dans des contextes de léomyosarcome ou de, par exemple, carcinome hépatocellulaire. Concernant la lignée blanche, de manière très fréquente, on peut observer une neutrophilie plus ou moins associée à une monocytose et à une lymphopénie. Donc ça, c'est typiquement le fait de l'inflammation qui est associée au cancer. Et puis du fait de la stimulation de fibres nociceptives, on peut avoir une stimulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et donc un stress corticoïde qui cause cette neutrophilie associée à une monocytose et à une lymphopénie. De manière un peu plus spécifique, on peut avoir une éosinophilie et une basophilie paranéoplasique, relativement fréquente lors de mastocytomes et de lymphomes, mais pas seulement, c'est possible également dans d'autres types de cancers. Et de manière moins fréquente, on peut avoir une leucopénie si les globules blancs sont consommés par exemple sur un foyer inflammatoire ou s'il y a une diminution de la production associée possiblement à une infiltration de la moelle osseuse. Concernant la lignée mégacariocytaire, donc les plaquettes, on peut avoir une thrombopénie, notamment dans un contexte de CIVD qui peut être tout à fait subclinique, chronique dans un contexte de cancer. Lors du cancer, on peut avoir effectivement des dommages de la vasculature, l'expression de facteurs procoagulants par le cancer lui-même, et donc finalement la présence de nombreux, en tout cas les plaquettes qui vont venir former de nombreux petits caillots dans les vaisseaux sanguins, et donc avoir cette CIVD. La thrombopénie peut également être en lien avec, comme on l'a vu pour les hématies, un processus dysimmunitaire, donc une réaction à médiation immune secondaire qui vont venir détruire les plaquettes. Et puis la thrombopénie, encore une fois, peut être en lien avec une diminution de la production au niveau de la moelle. On peut également avoir une thrombocytose lors de perte de sang chronique, donc c'est fréquent lors d'anémie fériprive. Classiquement, en cas de tumeur d'origine digestive, on peut avoir une thrombocytose. Et on peut aussi avoir une thrombocytose qu'on appelle réactionnelle, en lien avec le processus inflammatoire induit par le cancer. Et si les trois lignées on va dire si on a une anémie, une neutropénie et une thrombopénie, on va parler de pancytopénie,
qui peut être en lien avec une chimiothérapie, si le patient reçoit déjà un traitement, ou en lien avec une infiltration médulaire. Donc finalement, toutes ces anomalies quantitatives de l'hémogramme sont peu spécifiques, mais néanmoins essentielles à obtenir dans un contexte de cancer, car elles vont non seulement diriger les examens complémentaires qu'on va pouvoir être amené à faire. Imaginons un chien qui présente une anémie régénérative, ça va mettre la puce à l'oreille, on va vouloir chercher à savoir s'il n'y a pas, en tout cas un saignement cavitaire par exemple, donc on va aller s'assurer qu'il n'y a pas un hémothorax ou un hémo-abdomen. On va, par exemple, si le patient est neutropénique, c'est important de le savoir car c'est quelque chose qu'on peut être amené à adresser. Par exemple, si le patient présente moins de 1500 neutrophiles par microlitre, on peut être amené à mettre en place, selon un certain standard, une antibiothérapie prophylactique car on va considérer que ces patients sont immunosupprimés et à risque de développer des infections opportunistes. Si le chien, par exemple, présente une thrombopénie, on va vouloir investiguer. Est-ce qu'il a une CIVD? On peut être amené à faire un bilan de la coagulation. Donc tout ça pour illustrer que c'est vraiment cet examen, l'hémogramme et la pierre angulaire dans la prise en charge d'un patient suspect de cancer. Alors quelles sont les différentes hémopathies malignes que l'on peut rencontrer? Donc il n'y a pas que la leucémie aiguë, il y en a un bon nombre. Et on va réfléchir encore une fois de manière assez dichotomique par lignée. Concernant la lignée rouge, elle peut être affectée par la polycythémia vera ou polyglobulie vraie. C'est une entité relativement rare en médecine vétérinaire. C'est ce qu'on appelle un syndrome myéloprolifératif. En fait, en gros, c'est une leucémie chronique des globules rouges. Donc là, la moelle va se mettre à produire une quantité astronomique de globules rouges, ce qui va se traduire par un hématocrit très élevé. Et c'est essentiellement un diagnostic d'exclusion. En médecine vétérinaire, on va exclure les autres causes de polyglobulie, à savoir une hypoxie, une polyglobulie paranéoplasique notamment. La lignée rouge peut être affectée par une leucémie aiguë myéloïde qu'on appelle la LAM6, donc la leucémie aiguë érythroïde. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va observer classiquement sur l'hémogramme, c'est des cytopénies, des anomalies des nuages de points, il peut y avoir des blastes qui circulent et dans la moelle on va avoir une prolifération de blastes d'origine érythroïde. Et enfin, la lignée rouge peut être affectée par ce qu'on appelle un syndrome myélodysplasique. Le syndrome myélodysplasique, c'est en fait une production de blastes, enfin en tout cas de cellules, c'est une production clonale de cellules dans la moelle. Ces cellules ne sont pas fonctionnelles et elles sont caractérisées par des dysplasies, donc des anomalies morphologiques marquées. Donc on peut avoir des polynucléaires neutrophiles très segmentés, voire géants, des précurseurs en forme, qui présentent un noyau en forme de rond, de donut. On peut avoir des formes immatures de la lignée rouge qui présentent des noyaux complètement fragmentés. En tout cas, les anomalies sont majeures. Ça se traduit en général par des cytopénies relativement profondes, réfractaires, et une moelle qui est très riche avec ces cellules qui ont une allure totalement anormale. La lignée blanche peut être affectée par des leucémies, qu'elles soient aiguës ou chroniques d'origine myéloïde ou lymphoïde. On peut avoir des hémopathies malignes avec circulation de cellules tumorales, donc lymphome leucémique, myélome avec cellules circulantes, mastocytome avec des mastocytes circulants, et également le syndrome myélodysplasique dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, les plaquettes. Donc il peut y avoir une thrombocytémie essentielle, donc ça fait partie du grand groupe des syndromes myéloprolifératifs, qu'en fait c'est une leucémie chronique des plaquettes, donc on va avoir des thrombocytoses très marquées, parfois supérieures à 1 million, 2 millions. Et donc c'est pareil, ça va être un diagnostic d'exclusion, on va exclure toutes les causes possibles de thrombocytose avant de pouvoir suspecter ce diagnostic-là. Et on peut avoir aussi une leucémie aiguë myéloïde mégacardioblastique, donc la LAM7, c'est une entité relativement rare. Donc en fait tout ça pour illustrer que les hémopathies malignes sont nombreuses, il n'y a pas que la leucémie aiguë et ça va être surtout le frottis sanguin, l'aspect effectivement des cellules sur le frottis qui va nous permettre d'avoir la puce à l'oreille et de suspecter une éventuelle hémopathie maligne. Et en général, pour avoir le diagnostic définitif, il faudra passer par un examen du myélogramme pour aller un peu plus loin. Le dernier intérêt de l'hémogramme lors de cancer, bien entendu, c'est le suivi de la chimiothérapie.
car la chimiothérapie en fait va cibler les cellules qui se divisent activement et de facto elle va cibler aussi les cellules saines de la moelle osseuse, qui sont des cellules qui se divisent de manière très rapide. Et donc concomitamment, on peut avoir un blocage ou une destruction des précurseurs médulaires dans la moelle, ce qui va donner une aplasie ou hypoplasie chimio-induite. Et donc peuvent avoir lieu des cytopénies comme une neutropénie, une anémie, une thrombopénie. Et dans ce contexte-là, il existe un système standardisé qui permet de grader en fait l'intensité des effets toxiques des agents de chimiothérapie. Et donc, l'intérêt de ce système de grading, c'est de permettre d'adapter la prise en charge du patient. Doit-on continuer la chimiothérapie, diminuer les doses? Doit-on mettre en place un traitement spécifique, notamment si le chien est neutropénique? Tout ça sera mis en corrélation avec aussi la clinique du patient, est-ce qu'il présente de la fièvre, et ensuite on pourra instaurer éventuellement une antibiothérapie prophylactique par voie orale ou par voie intraveineuse selon les cas. Donc l'idée là, c'est de montrer en fait au travers de 2 cas cliniques l'intérêt de l'hémogramme, pas dans cette partie-là, mais dans cette partie-là, c'est-à-dire le diagnostic des hémopathies et éventuellement un petit peu les répercussions que peuvent avoir donc une hémopathie sur l'hémogramme. Donc nous, on va vraiment focaliser sur ce travail-là, sur le diagnostic des hémopathies, donc au travers de ces 2 cas cliniques, le cas d'Isabella et le cas de Cookie. Donc on va commencer par Isabella. Donc Isabella, c'est une chienne berger australien de 11 ans et 5 mois, c'est très précis, qui est venue en consultation pour un abattement sévère qui évolue depuis 10 jours. Elle est anorexique et elle présente des vomissements. Elle est vaccinée et elle a des antiparasitaires à jour, internes et externes, et elle souffre donc depuis quelque temps d'arthrose. À l'examen clinique, donc, elle est normotherme, elle a un score corporel correct de 5 sur 9, un temps de remplissage normal, des muqueuses roses, tout est à peu près normal, donc ça commence à être pénible de tout répéter. Par contre, donc, dans la cavité buccale, on trouve du tartre et une halitose, et surtout des nœuds lymphatiques qui sont modérément augmentés, une adénomégalie qui reste localisée au nœud lymphatique rétromandibulaire, gauche et droit, et poplité, les autres n'étant pas affectés. Donc un hémogramme est réalisé, entre autres choses, au travers donc de ce bilan biologique que va avoir Isabella, et nous on va donc focaliser notre attention sur cet hémogramme. Alors on a la chance à l'école vétérinaire de Toulouse d'avoir 2 machines d'hématologie. Donc on a le ProCyte DX et le ProCyte One, et donc je vais pouvoir, pour ceux que ça peut intéresser qui ont ces 2 automates, vous montrer un peu à quoi ressemblent les différents nuages de points que l'on peut avoir et les différents résultats que l'on peut avoir sur ces 2 types d'automates. Donc nous voici d'abord avec le ProCyte DX. Alors je peux pas trop bouger, mais bon, ça fait rien, je vais essayer de rendre dynamique quand même la chose. Donc qui c'est qui a un ProCyte DX dans la salle? Il y en a quelques-uns, donc ça va, je peux parler du ProCyte DX, sinon je serais passé directement au ProCyte One. Alors, sur ce ProCyte DX, qu'est-ce qu'on a? Juste pour rappel, donc vous avez le chien sain qui est ici. Donc vous avez les nuages de points, des rouges, des rétiques et des plaquettes qui ne vont pas nous intéresser tout de suite, mais par contre on va aller directement au blanc. Sur les blancs, qu'est-ce qu'on a? Alors on va avoir principalement un nuage violet ici que vous pouvez voir qui correspond au nuage des neutrophiles, bravo. Donc ensuite vous avez un nuage qui est ici, à sa droite, donc qui correspond en fait à des cellules plus granuleuses, très granuleuses, et donc ce nuage vert correspond à quoi? Les éosinophiles, bravo. Ensuite, on a un nuage au-dessus qui correspond donc à des cellules qui sont peu granuleuses et qui ont quand même une fluorescence assez forte et donc en gros un fort rapport nucléocytoplasmique. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas entendu. Les lymphocytes. Ok, parfait. Et enfin, donc juste au-dessus, des cellules qui ont une activité cytoplasmique, je vois pas, voilà, une activité cytoplasmique en plus d'un noyau, et donc qui fait que elles ont pas mal d'ARN et d'ADN, qui sont pas très granuleuses. Et c'est quoi? Les monocytes, c'est celles qui restent, donc il n'y avait pas trop d'erreurs possibles. Ok, donc nous voici avec le chien sain, et nous voici avec Isabella. Alors Isabella, qu'est-ce qu'on voit? On a d'abord des résultats chiffrés, comme vous pouvez le voir au quotidien quand vous avez vos résultats, et puis vous avez donc des graphiques. Alors qu'est-ce qu'on voit sur Isabella? Très clairement, si vous avez une tendance à regarder systématiquement et tout de suite les chiffres, qu'est-ce qu'on voit sur Isabella? Bien sûr, une leucocytose. Elle a un petit peu plus de 34 000 blancs par microlitre, donc ce qui nous commence à faire pas mal. Ok. Mais, quel est le problème? Qu'en pensez-vous?
Est-ce que vous êtes d'accord avec le reste? Moi, je suis d'accord avec la leucocytose, mais quel est le problème? Vous avez le droit de crier. Il y a des alarmes, effectivement. Il y a des alarmes. Alors, les alarmes, elles ne sont pas sur la numération, mais par contre, elles sont sur la formule. Et pourquoi y a-t-il des alarmes? Ah, les nuages de points. Effectivement. Comparez ce chien sain avec Isabella. Oh, Isabella, elle n'a pas de neutro. Regardez, il n'y en a quasiment pas de points. Bon, ok. Et puis après, il y a une espèce d'énorme menhir. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça en menhir, mais enfin bon, c'est comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et donc, où on a une fusion du nuage des points bleus et puis des points rouges, et puis les points rouges qui veulent sortir du graphique. Ok. Ça ressemble vraiment pas au chien sain. Donc, très clairement, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Alors du coup, logiquement, il a mis des étoiles un petit peu partout. Bon, sauf pour les éosinophiles, hein, et il n'y a pas de raison qu'ils mettent des étoiles, puisque bon, on n'a effectivement pas de points dans la zone des éosinophiles, donc il ne doit pas se tromper. Par contre, potentiellement, il peut se tromper ici. Alors il met un petit truc, en plus des étoiles, neutrophile non segmenté, potentiellement présent. Alors pourquoi? Eh bien parce que s'il y a des neutrophiles non segmentés, voire des neutrophiles toxiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce sont des neutrophiles qui ont énormément d'activité intracytoplasmique, avec pas mal d'ARN qui vont synthétiser des enzymes gloutons pour aller tuer les bactéries par exemple. Et donc qu'est-ce qui va leur arriver à ces neutrophiles sur le graphique? Eh bien ils vont avoir tendance à remonter dans le graphique, dans le nuage des lymphocytes. Okay. Donc potentiellement ça peut être des neutrophiles non segmentés ou des neutrophiles immatures. Donc vous avez votre petite alarme qui est mentionnée ici. Maintenant il n'est pas fou, il se dit bon, il faut quand même aller vérifier. Ok, bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne sur le ProCyte-One? Est-ce qu'il y en a qui ont le ProCyte-One? Bon, je continue alors avec le ProCyte-One. Alors le ProCyte-One, alors ce qui est bien, c'est qu'on a le même code couleur. Donc c'est facile. Par contre, c'est pas du tout aux mêmes endroits. Regardez ce chien sain. Les neutrophiles, au lieu d'être en bas, ils sont en haut. Les monocytes, au lieu d'être en haut, ils sont au milieu. Et puis les lymphocytes, au lieu d'être au milieu, ils sont en bas. Bon, ok. Bon, il faut s'y faire, c'est comme ça. Donc, il faut avoir son petit graphique de chien sain. Puis, vous avez les éosinos qui sont toujours à droite, ça va. Donc, il faut avoir son petit graphique de chien sain, et puis voilà. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on constate, maintenant qu'on a dit ça sur les bases, qu'est-ce qu'on constate sur Isabella? Est-ce que ça donne à peu près les mêmes résultats que ce que l'on avait avec le ProCyte-Dx? Oui, on a une leucocytose. Maintenant, on a une leucocytose qui est modérée par rapport à ce que l'on avait sur le ProCyte-Dx. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des étoiles, il y a des alarmes, mais il y en a même sur la numération des blancs. Donc, il n'est pas tout à fait sûr de sa numération et il est encore moins sûr de sa formule. Ah oui, mais pourquoi? Regardez-moi ces nuages de points. Alors là, vraiment, c'est très, très, très différent du chien sain. On a vraiment de très grosses anomalies. Un nuage comme ça, enfin des nuages de cette sorte-là, forcément, il ne va pas les accepter et il va se dire il y a un gros souci. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? Il y a un petit message confirmé avec les nuages de points et moi je peux rien confirmer avec mes nuages de points, là je vois bien que c'est très anormal, ou un frottis sanguin. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres anomalies qui sont présentes? Donc on va les regarder rapidement parce que c'est pas l'objectif de cette présentation-là. Quelles sont les autres anomalies du ProCyte-Dx? Je reviens au ProCyte-Dx, excusez-moi, je fais un petit peu, c'est pour pas que vous vous endormiez. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on a des plaquettes qui sont basses, on est à 49 000, donc on a une thrombopénie qui est assez marquée. Je vous rappelle que les plaquettes elles sont ici. Et par contre, il y a une étoile. Donc il y a une thrombopénie, mais je ne suis pas sûre. Donc il va peut-être falloir aller voir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème sur ces plaquettes? Il peut y avoir effectivement, vous avez tout à fait raison, des agrégats plaquettaires. Ok. Par ailleurs, c'est un chien. Est-ce que vous savez comment sont évaluées les plaquettes par le ProCyte-Dx? Quelle technologie est utilisée? Variation d'impédance ou cytométrie de flux? Est-ce qu'il y en a qui savent? Impédance, bravo. C'est par impédance. Alors, par impédance, la problématique, c'est que s'il y a des grosses plaquettes, elles vont être pas comptées en plaquettes, elles vont être comptées en globules rouges. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il a mis une étoile. Soit parce qu'il y a des grosses plaquettes qu'il n'a pas reconnues comme plaquettes, soit parce qu'il y a des agrégats plaquettaires. Mais j'avais dit que je n'y passerais pas 3 plombs, donc je passe. Y a-t-il d'autres anomalies avec le ProCyte-One? Alors, bon, je vois un peu de rouge dans le rouge, tiens.
Donc on a une légère anémie, mais l'hématocrit reste dans l'intervalle de référence. Bon, ok, donc s'il y a une anémie, elle est légère, donc ils ne sont pas tout à fait concordants. Maintenant, si je compare les hématocrites, on est très proche, on est 41,8 et là 42,8, donc bon, ok. Par contre, qu'est-ce que je vois? C'est sur les plaquettes. Donc on a un petit peu plus de plaquettes, mais on a quand même une thrombopénie. Elle est légère, mais elle est présente. Mais il y a des étoiles aussi, donc un petit peu le même problème, si ce n'est que est-ce que vous savez, pour ceux qui ont le ProCyte One, comment sont comptées les plaquettes par le ProCyte One? Est-ce que quelqu'un sait? Vous avez le droit de crier, vous avez le droit de hurler? Personne répond. Comment ça marche cette machine? Avec quelle technologie? Il n'y en a qu'une? Par la cytométrie de flux, bravo. Donc, il y a une petite différence entre les deux résultats, entre le ProCyte Dx et le ProCyte One, mais peut-être que c'est parce que la technologie n'est pas la même. Tout simplement, là, les grosses plaquettes, elles sont reconnues comme des plaquettes par le ProCyte One. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a une petite différence. Mais n'empêche qu'il y a quand même une thrombopénie. Ça va pour vous? Tout le monde est OK? Vous dormez pas trop en postprandial? Non, c'est bon. Alors on continue. Donc comme vous avez vu, que ce soit l'un comme l'autre, eh bien il va falloir le frottis sanguin pour aller un petit peu élucider les choses. Pour la numération plaquettaire, mais c'est peut-être pas quand même le plus important, quoique bon quand même, s'il est à 50 000, mais bon. On peut penser qu'il y en a peut-être un peu plus, on ne sait pas, on va voir. Mais en tout cas, il faut aller vérifier. Et c'est surtout sur les blancs qu'on a envie d'aller vérifier. Donc on va prendre le frottis d'Isabella, comme on le regarde au labo, si je puis dire. Donc idéalement, quand on regarde un frottis, on va essayer de partir de la goutte et de parcourir un petit peu tout le frottis pour avoir une idée globale de la densité des différentes lignées, rouge, blanc, plaquettes, de voir un peu leur distribution, est-ce qu'il y a des gros amas, de voir s'il y a des parasites ou des grosses cellules sur le chemin. Et puis après, on fera une petite analyse plus fine suivant chaque lignée, notamment pour évaluer un peu plus en détail leur morphologie et puis essayer un peu de compter les plaquettes qui étaient un sujet de discussion, notamment quand on a regardé les résultats du ProCyte Dx et du ProCyte One qui ne sont pas vraiment concordants. Enfin en tout cas, il y a une thrombopénie, mais est-ce qu'elle est aussi marquée que 46 000? C'est ce qu'on va voir. Donc on va commencer à se balader par ici. En général, on va se mettre plutôt au x10. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc déjà, les rouges semblent avoir une quantité à peu près adéquate, c'est ce qu'on... Sur la goutte, il n'y a pas d'agrégat? T'as regardé? Sur la goutte, on voit surtout, effectivement, il y a pas mal de leucocytes. Les cellules semblent assez grandes, on pourrait facilement y mettre parfois jusqu'à 4 globules rouges dedans. De loin, on peut voir ça, mais je ne vois pas d'agrégat outre mesure sur cette goutte. Donc on continue de se balader un petit peu. Donc on retrouve effectivement sur notre chemin, en tout cas régulièrement, on voit qu'il y a beaucoup de blanc et que les cellules sont grandes de loin. C'est un peu lent parce que la connexion n'est pas aussi rapide que ce qu'on espérait, mais ça marche quand même. Donc on continue notre chemin, on voit toujours en marge donc des leucocytes, enfin des grandes cellules nucléées qui sont amassées sur un côté du frottis. On ne voit toujours pas de plaquettes sur notre chemin. On retrouve ces grandes cellules. Je vais passer un petit peu vite, mais vous voyez le principe. Idéalement, il faut passer en zigzag sur tout le frottis. Et puis quand on arrive en queue de frottis, alors là, bam, on se retrouve avec beaucoup de noyaux nus accumulés en queue de frottis. Et puis on retrouve beaucoup de grandes cellules. Ils sont bien ronds. Ils sont bien ronds et on a envie de croire effectivement qu'ils pourraient émaner des grandes cellules qu'on a rencontrées sur notre chemin. Une fois qu'on a fait ce petit parcours-là, qu'on se dit que les hématies, effectivement, il y a pas l'air d'avoir, en tout cas une quantité à peu près normale. Il y a l'air effectivement d'avoir une franche leucocytose. En tout cas, ça conforte ce qu'il y avait sur l'hémogramme. Et puis les plaquettes, a priori, on a envie de dire que on n'en a pas rencontré sur notre chemin. Donc a priori, il n'y a pas d'amas plaquettaire qui puisse expliquer qu'il y ait une pseudo-thrombopénie chez ce chien. Ensuite, on va se mettre sur une zone de lecture pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et puis, on va commencer par regarder les rouges. Donc, on va essayer d'apprécier leur distribution. Donc, on le voit qu'ils sont répartis de manière homogène. Il n'y a pas d'agglutinat, pas de rouleau. Ils ont une taille et une couleur qui sont globalement homogènes aussi. Donc, rien de particulier sur eux. On peut quand même, j'avais entouré, il y a quelques petites choses qui nous attirent l'œil, ce genre de cellules là, on en retrouve un petit peu,
pas vraiment normal d'en observer de manière régulière comme ça chez le chien. Donc ça, ce sont des érythroblastes, ce sont des globules rouges nucléés. Et c'est anormal d'en voir régulièrement, d'autant plus dans un contexte où la moelle ne régénère pas. On pourrait en voir si la moelle s'énerve un petit peu puis qu'elle va produire des cellules immatures pour compenser une anémie, par exemple. Si elle s'emballe un petit peu, elle peut relarguer des cellules plus immatures que les réticulocytes. Mais là, dans un contexte de chien non anémique, d'observer ce genre de cellules, ça interpelle un petit peu. En tout cas, on se dit que la moelle pourrait être un peu souffrante. Donc ça met un peu la puce à l'oreille. Autrement, pas d'autres anomalies sur les rouges. Concernant la ligne blanche, donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, on a une leucocytose et donc on a vraiment une grande quantité de noyaux nus qui semble émaner effectivement de globules blancs. Et on va se mettre alors un peu au plus fort grossissement et on tombe sur ce genre de cellule-là qui est très très grande. On peut facilement y mettre 4 globules rouges dedans. Donc c'est des cellules qui ont un cytoplasme un petit peu basophile, un noyau qui est de grande taille, parfois encoché, une chromatine fine. Là on ne voit pas très bien le nucléole, mais sur d'autres cellules on pourrait mieux le voir. Pas vraiment ici. On devine qu'il y a peut-être des grains aussi dans ces cellules avec les yeux de la foi, c'est parce que je le sais, mais il y a... Comment ? À l'écran, vous les voyez ? Peut-être ici, là, moi je vois pas très bien, ici. Ouais. Celle d'à côté aussi, on en voit aussi des nucléoles, il y en a plusieurs. Donc voilà, très grandes cellules, cytoplasme basophile, chromatine fine, nucléolée. Donc ça c'est vraiment pas normal, il y en a beaucoup. Donc ça nous met vraiment la puce à l'oreille sur une hémopathie maligne. Et ça conforte ce qu'on avait effectivement sur donc les anomalies des nuages de points qu'on avait tout à l'heure. Et concernant les plaquettes, donc voilà, sur le scanner de l'âme, il faut considérer que 0,033 mm² correspond à un champ x 1000. Donc c'est à ce champ-là qu'il faut se mettre pour évaluer la numération plaquettaire. Et donc on va se mettre sur plusieurs champs de manière aléatoire, on va compter et puis on va faire une moyenne. Et puis cette moyenne, on va la multiplier par 20 pour avoir la numération plaquettaire par microlitre. Donc là, sur ce champ-là, on a une plaquette, 2 plaquettes, peut-être 3 plaquettes. Comment ? Je vois pas la 4e sur mon écran, mais en tout cas 3-4. On peut prendre un autre champ pour à titre d'illustration. Ici on en a une, je pense. Je n'en vois pas. Si, je sais pas dire sur l'écran si c'en est une ou pas, mais en tout cas une ou deux, pas plus. On peut prendre un dernier champ. Idéalement, il faut faire sur 10, mais ça va être un petit peu long de faire ça de manière exhaustive. On en a peut-être une ici. Et on n'en voit pas d'autres non plus. Donc en tout cas, ce chien, il présente grosso modo, on pourrait dire 2-3 plaquettes par champ a priori. Si on multiplie ça par 20, on arrive à peu près 60 000 plaquettes. Donc il semblerait qu'il y ait quand même une anémie qui soit modérée à marquer chez ce chien et qui est confirmée. Il n'y a pas d'amas plaquettaire. Comment ? Ah pardon, une thrombopénie. Ouais, tout à fait. Donc voilà où on en est pour l'examen du frottis. Donc là on avait pris des photos au cas où le scanner de l'âme ne fonctionne pas, mais effectivement sur le microscope on voyait bien les granulations présentées par ces cellules. Et donc chez ce chien qui présente donc une leucocytose modérée avec la présence de cellules immatures circulantes, on suspectait fortement un lymphome leucémique, car d'une part les cytopénies ne sont pas très marquées, il y avait pas de, enfin, on a une thrombopénie qui est modérée à marquer, on n'a pas d'anémie, et par ailleurs elle présentait une polyadénomégalie, ce qui nous a incité à ponctionner les ganglions pour voir un petit peu ce qui se passait. Et on retrouve sur les ganglions en cytologie une population relativement monotone, quasi exclusive de cellules immatures, donc des cellules blastiques qui présentent des caractéristiques proches de ce qu'on avait sur le frottis sanguin, donc à savoir des grandes cellules avec une chromatine ici un peu plus réticulée, des nucléoles, des figures de mitose ici. On voit un petit peu moins bien les grains sur les
ces images-là. Mais en tout cas, le fait de visualiser une population monotone et quasi exclusive de ce type de blast dans les ganglions conforte la suspicion de lymphome leucémique. Bien entendu, il faudrait faire un examen du myélogramme pour conforter davantage cette suspicion. En général, lors de lymphome, l'infiltration est généralement inférieure à 20%. C'est pas toujours, c'est une limite qui est un peu arbitraire, mais en tout cas, si on se rend compte que l'infiltration n'est pas majeure, on sera davantage confortable pour dire qu'il s'agit d'un lymphome leucémique et non d'une leucémie aiguë lymphoïde ou éventuellement myéloïde. Et puis, on peut aussi s'aider d'autres examens complémentaires comme la cytométrie de flux. L'usage de certains marqueurs permet de conforter, d'étayer davantage la suspicion de lymphome plutôt que de leucémie aiguë. Donc en fait, sur ce cas-là, on n'est pas complètement sûr que c'est ni un lymphome leucémique, ni une leucémie aiguë, ni lymphoïde ou myéloïde. C'est vrai qu'il faut aller plus loin. Oui. Il faut faire de la cytométrie de flux pour aller plus loin. Et bon, c'est les limites, on va dire, de la cytologie conventionnelle. Donc ça veut dire que là, donc on a vu quoi ? Eh bien, on a vu l'hémogramme lors d'hémopathie dans l'interprétation des leucocytes. Et donc, on est face à soit une leucémie aiguë lymphoïde, soit une leucémie myéloïde aiguë, soit un lymphome leucémique. Donc voilà ce qu'a pu permettre d'identifier cet hémogramme et le suspecter au travers des nuages de points quand même. Alors maintenant, donc, on va passer à Cookie. Donc Cookie, c'est un chat européen mâle castré de 10 ans qui est donc présenté en consultation avec un abattement sévère qui évolue donc depuis 3 semaines. Il est dysorexique. Alors, pour l'anamnèse, donc bof, il n'est pas très vacciné, il n'est pas très soigné, on va dire. Donc il a quand même des antiparasitaires externes, mais pas les internes. Bon, donc c'est quand même partiel. Maintenant, pourquoi ? Parce que c'est un chat qui vit en intérieur strict, avec par contre 2 autres copains qui sont a priori donc en bonne santé. Il a une alimentation que pas forcément top non plus, bon, alimentation de supermarché. À son examen clinique, donc il a une très légère hyperthermie à 39,2, un score corporel que pas mal, 7 sur 9. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit surtout des muqueuses qui sont vraiment très pâles, qui sont humides et peut-être des conséquences qui sont liées à cette possible anémie avec une fréquence cardiaque élevée, un bruit de galop et un pouls fémoral qui est non évaluable. Donc voilà pour le bilan, principalement les anomalies majeures. Pour le reste, donc pas grand-chose. Donc bien évidemment, sur ces muqueuses super pâles, un hémogramme a été réalisé. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait également un ProCyte-X et puis un ProCyte-One pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, Cookie, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on peut commencer à voir qu'il y a du rouge un peu partout dans les résultats chiffrés. Voilà, donc après, on a les graphiques. Je vais pas recommencer un petit peu pour l'identification des graphiques puisque vous avez vu ce que ça donnait chez le chien. Chez le chat, la seule différence, c'est le positionnement des éosinos qui est très très haut par rapport au chien et les basos qui sont entre les neutraux donc, et les éosinos. Pour le reste, c'est la même chose. Alors, que voit-on ? Que voit-on ? Que voit-on ? Bon, on s'intéresse encore une fois plus aux leucocytes qu'au reste. Et donc, qu'est-ce que l'on voit ? On voit une leucocytose légère, d'après les résultats chiffrés. 18 000 blancs, c'est à peine au-dessus de l'intervalle de référence. Mais, qu'y a-t-il ? Et il y a des alarmes. Il y a des alarmes sur la numération des blancs et il y a des alarmes sur la formule. Ok. Alors, effectivement, quand on regarde les nuages de points, on comprend qu'il a mis des alarmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une fusion du nuage orange que je n'ai pas cité tout à l'heure. Le nuage orange, c'est quoi ? Ce sont les hématies non lysées et potentiellement des débris cellulaires, des agrégats plaquettaires. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici ? On voit une fusion de ces points orange avec les points violets, donc les neutraux. Les points violets avec les points bleus, avec les lymphos. Les points bleus avec les points rouges, donc il y a tout qui est fusionné. Donc c'est très différent du chassin, bien sûr. Donc on comprend qu'il émet des alarmes. Et tiens, qu'est-ce que l'on voit comme autre alarme ? Érythrocytes nucléés, donc des hématies nucléées. Des érythroblastes. D'où ça vient ça ? C'est parce qu'il y a la fusion des points orange avec les points violets. Et donc ça permet de suspecter qu'il y a des érythroblastes. Bon, il n'est pas fou quand même, il dit qu'il faut aller vérifier sur un frottis sanguin, parce que ça pourrait être autre chose, des agrégats plaquettaires par exemple, ou autre chose encore. Ok. Alors on va voir avec le ProCyte-One. Donc le ProCyte-One, qu'est-ce que ça nous donne ? J'ai pas de leucocytose. Par contre, qu'est-ce que j'ai ?
un truc en rouge, une monocytose. Et si je regarde les nuages de points, je compare. Bizarre, ces nuages de points, ils sont quand même pas tout à fait pareils que le chassin. Alors vous allez pouvoir me dire, ah ouais, mais enfin c'est juste parce qu'il est plus gros le nuage rouge. Bon, peut-être, oui, c'est vrai. Mais la monocytose, est-ce que c'est fréquent chez le chat? Surtout aussi marqué que ça. Moi, ça m'inquiète toujours, une monocytose aussi importante. Alors même si les nuages de points sont pas pires, hein, moi, une monocytose comme ça, je vais aller vérifier. Parce que, franchement, ça m'étonne. Alors, je pourrais là faire une petite interrogation écrite. C'est quoi le diagnostic différentiel de la monocytose? Non, bon allez, je vais pas le faire. Parce que peut-être pas que c'est une monocytose, alors ça serait un peu bête. Alors maintenant, je vais me reposer la question, toujours la même, est-ce qu'il y a d'autres anomalies qui sont présentes? Je reprends mon ProCyte DX. Alors oui, il y a du rouge partout. Donc, vous vous rappelez qu'il avait des muqueuses super pâles, qu'il avait une fréquence cardiaque au taquet, qu'il n'avait pas de pouls qui a été identifié. Donc bon, on a un truc là qui colle effectivement en termes de résultats. On a une anémie qui est sévère, on est à 10% d'hématocrite, avec une hémoglobinémie à 3,5 g. Et si on regarde les résultats, donc on a un volume globulaire moyen qui est normal, donc une anémie qui a l'air d'être normocytaire, une CCMH qui est dans l'intervalle de référence, donc une anémie normocytaire normochrome. Ah tiens, on a un IDR élevé. C'est quoi l'IDR? C'est l'index de distribution des rouges, tout à fait, et donc ça traduit quoi sur le frottis? La différence de taille des globules rouges. Bon, tout le monde sait tout, je fais croire que je vais m'en aller. Ça vous gêne pas si je vais prendre le café à côté? Donc, on a une anisocytose importante. Et puis, si on regarde donc les réticulocytes, j'ai pas le droit de regarder les résultats sans avoir vérifié mes nuages de points des réticulocytes. Alors, est-ce que mes points de réticulocytes sont OK? Donc, je vous rappelle, les réticulocytes, c'est ici. Et ça doit former quoi pour que je puisse aller regarder mes résultats chiffrés? Une queue de comète. Parfait. Donc la comète, c'est les rouges, là, c'est les globules rouges, et la queue de la comète, c'est les petits points. Donc les petits points qui représentent les réticulocytes, parce que ce sont des globules rouges qui sont fluorescents, ça c'est la fluorescent. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'ARN dans leur cytoplasme. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fini de synthétiser leur hémoglobine. Et bien donc ce nuage de points doit former une queue de comète pour qu'on accepte le résultat chiffré. Et donc là, moi j'accepte. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois des réticulocytes qui sont vraiment en faible quantité. 13 000 réticulocytes, c'est pas ça qui va nous reconstituer le stock de rouge, surtout à 10% d'hématocrite. Donc ce que l'on peut conclure, c'est que on a une anémie qui est hyporégénérative. Elle est sévère, elle est hyporégénérative. Ok, donc ça c'est un autre élément qu'on peut constater. Et puis si je vais plus loin, on a une thrombopénie aussi, mais on sait que dès qu'on a une thrombopénie, il peut y avoir des agrégats plaquettaires, même s'il n'y a pas d'étoile, donc il faut le vérifier. Au fait, c'est compté comment les plaquettes chez le chat par le ProCyte DX, pour ceux qui ont un ProCyte DX? Rappelez-vous, les plaquettes de chat, elles sont comment en taille? Elles sont grosses, non? Et les globules rouges, ils sont comment? Ils sont petits, donc du coup, il peut y avoir confusion, donc il n'est pas fou. Comment il va compter les plaquettes? Par cytométrie en flux, puisque ça va distinguer les plaquettes non pas uniquement par leur taille, mais aussi par leurs caractéristiques internes. Ok. Bon, j'en profite toujours pour semer mes petites graines. Alors avec le ProCyte One, est-ce qu'il y a d'autres anomalies qui sont présentes? Oui, on a aussi notre anémie sévère, il n'y a pas de problème, qui est aussi hyporégénérative. Bon, par contre, il n'a pas de thrombopénie. Ok. Bon. De toute façon, face à cette monocytose pour le ProCyte One, ou bien ces nuages de points très anormaux et cette numération de blanc que je ne sais pas estimer par le ProCyte DX, quoi qu'il arrive, il faut faire le frottis sanguin. Et par ailleurs, donc une thrombopénie. Donc ça, c'est le frottis de cookies. Donc on va se mettre de nouveau... Il est drôlement pâle. Il est drôlement pâle, c'est certain. On voit à peine le bout du frottis tellement c'est ton sur ton. Donc on voit déjà de loin effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de globules rouges sur ce frottis. Comme quoi il n'y a pas besoin de passer en machine. On est d'accord. Donc on voit vraiment la différence pour le coup. Déjà en général le nombre de rouges chez le chat est inférieur, mais qu'il y a une grosse différence en termes de visuel entre le frottis tout à l'heure du chien et le frottis de cookie. Sur la goutte, on va essayer d'apprécier la présence d'éventuels amas plaquettaires. On voit les plaquettes, mais on ne voit pas spécialement d'amas de loin.
On va continuer à se balader un peu plus au x10, donc ce qui fait un grossissement x100. Donc on voit effectivement que les hématies, elles sont très éparses, il y en a très peu, donc ce qui corrobore ce qu'on voit sur l'hémogramme, c'est-à-dire qu'il y a une anémie qui est sévère. On retrouve sur notre passage quelques globules blancs. On voit de loin qu'il y a peut-être effectivement des cellules qui nous interpellent. On va mettre au x10. Où suis-je, pardon. On regarde sur les bords. On retrouve effectivement de loin donc des érythroblastes régulièrement. Là, on retrouve des polynucléaires neutrophiles lobés. Pas vraiment de cellules anormales en se baladant comme ça, on va dire au niveau des blancs. On retrouve encore là un petit érythroblaste. Encore ici, ici, ici. Des noyaux nus. Des polynucléaires neutrophiles. Encore un érythroblaste, polynucléaire neutrophile, noyau nu. Ça interpelle un petit peu quand on trouve des noyaux nus un peu comme ça sur le côté. Ça peut tout à fait arriver parce qu'il peut y avoir des globules blancs qui se scratchent un petit peu sur la queue du frottis quand on fait l'étalement. Mais là, on en a vu quand même régulièrement. Donc on retrouve vraiment très régulièrement, hein, de loin on les voit déjà, les petits érythroblastes, donc les globules rouges nucléés. Et c'est bizarre d'en observer, on peut en observer un petit peu de manière physiologique chez le chat, mais là on en voit très régulièrement et encore une fois dans un contexte d'anémie sévère non régénérative. Donc ça c'est un petit peu suspect. On se rend compte que la moelle souffre ou fait un petit peu n'importe quoi, relargue comme ça des cellules immatures dans le sang. C'est pas normal du tout. Et on continue notre petit tour. On va aller en queue de frottis. Donc là, on voit ici une cellule un peu plus grande, différente de l'érythroblaste, qui interpelle un petit peu. Et puis on va se mettre un peu plus loin pour voir si on voit des amas de plaquettes, parce qu'on sait que le chat, sur le ProCyte DX, il y avait une thrombopénie qui restait à confirmer. On n'en a pas vu sur la goutte, et là on va aller évaluer en queue de frottis. On n'en voit pas. On n'en voit toujours pas. Donc en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'anémie est confirmée, qu'on a vu, là on en voit ici des noyaux nus de manière régulière, des érythroblastes. Et donc on va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe. Donc déjà au niveau des rouges, on va se mettre sur une zone de lecture. Est-ce que j'ai une zone à peu près? On va se mettre un petit peu plus loin. Voilà, ici. Donc au niveau des rouges, c'est vrai que chez le chat, il y a une anisocytose qui est physiologique, mais c'est vrai qu'on a envie de dire que l'anisocytose est un peu plus marquée que sur un animal sain. On retrouve une différence de taille notable entre les différents rouges. Il n'y a pas vraiment de polychromatophilie. Là, on voit un polychromatophile, mais il y en a effectivement peu. Donc je dirais une anisocytose qui est bel et bien là et une polychromatophilie qui n'est pas franche du tout. On retrouve des érythroblastes, donc des globules rouges nucléés de manière régulière. Je les ai entourés. Donc ici, ici. Donc ça confirme la suspicion qu'on avait sur l'hémogramme. Il y en a vraiment très régulièrement. Des plus ou moins matures. Donc là, ça ressemble à des acidophiles, donc des formes un peu plus matures. Et là, une forme un petit peu plus immature. Concernant les blancs, on a vu tout à l'heure en se promenant un petit peu sur le frottis qu'il y avait des grandes cellules, enfin en tout cas ces cellules de taille moyenne à grande qui nous interpellaient un petit peu. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Il n'y en a pas beaucoup, en fait il y a pas mal de noyaux nus en queue de frottis, des cellules un petit peu abîmées. Mais si on se penche un petit peu, donc là c'est une cellule un peu abîmée, je vais essayer d'en trouver une plus jolie. Voilà, on a ce type de cellule-là qui est quand même assez grande. On pourrait y mettre, encore une fois, 3-4 globules rouges dedans, avec un cytoplasme restreint, basophile, une chromatine un peu réticulée, et on voit des nucléoles relativement proéminents. On doit en avoir une autre ici. Et donc c'est ce qui correspond vraisemblablement aux cellules qu'a compté les automates en tant que monocytes. Donc il y a vraiment ces grandes cellules-là qui sont relativement suspectes. Et au niveau des plaquettes, on va se mettre sur une zone de lecture, donc on reprend un champ x 1000 et on va compter les différentes plaquettes. Là je vois pas très bien sur
je pense qu'on les voit mieux sur l'écran. Je pense qu'il y en a une ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va essayer. Il y en a une 7e. On va bouger un petit peu ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut reprendre un autre champ. Donc on se promène comme ça sur la zone de lecture. 1, 2, 3, 4. Je n'en vois pas d'autres ici. Là, j'en vois très peu. Une. Peut-être une seule. Grosso modo, je vais essayer de me remettre sur un autre champ. Donc c'est un peu plus serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on fait une moyenne, idéalement il faudrait se mettre sur 10 champs, mais ça va être un petit peu exhaustif. Il est possible que ce chat présente une discrète thrombopénie. On est à peu près, en fonction des champs, entre... on va dire, je pense qu'on a une moyenne d'environ de 5 à 6 plaquettes par champ. Si on multiplie par 20, ça nous fait environ 100 000, un peu plus de 100 000 plaquettes par champ. Donc il est possible qu'il y ait une discrète thrombopénie. Par ailleurs, il n'y a pas d'amas plaquettaire, donc il n'y a pas de pseudo-thrombopénie. Donc chez ce chat, il y a bien une anémie marquée avec la présence d'assez nombreux érythroblastes et une anisocytose. On a des cellules blastiques en circulation. Il n'y en a pas beaucoup comme on a pu le voir. Il faut vraiment aller, entre guillemets, les chercher. Et on a une thrombopénie qui, a priori, est discrète à modérée. Donc, je vais sortir d'ici. Hop. Donc là, c'était, on voit mieux ici, là. Oups, pardon. Donc les cellules blastiques en circulation, celle-ci. Et donc sur base de tout ça, on a pu suspecter, en tout cas, donc une hémopathie maligne, probablement donc une leucémie aiguë, qu'elle soit lymphoïde ou myéloïde. Notamment si elle est myéloïde, on peut suspecter éventuellement une leucémie aiguë érythroblastique du fait de la circulation d'érythroblastes. Et puis parfois on avait l'impression d'un continuum entre les érythroblastes les plus matures et puis les cellules blastiques. On ne peut pas non plus exclure éventuellement un syndrome myélodysplasique. Et là, si on veut aller plus loin, l'examen complémentaire de choix va être le myélogramme. À savoir que chez le chat, on ne dispose pas des marqueurs immatures pour procéder à la cytométrie en flux. Et donc, ça va vraiment être le myélogramme qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Ou éventuellement aussi, évidemment, il faudrait faire un bilan d'imagerie pour voir s'il n'y a pas une éventuelle organomégalie ou la suspicion d'un organe qui est infiltré et qui pourrait également être évalué en cytologie pour essayer d'affiner également le diagnostic. Donc avec un hémogramme, on peut subodorer, suspecter, mais pas diagnostiquer de façon définitive. Et donc c'est vrai que ça nécessite à chaque fois de faire des examens complémentaires un petit peu plus spécifiques, bien sûr, et notamment pour avoir un pronostic, parce que il y a quand même certaines entités qui peuvent potentiellement se traiter. En tout cas, c'est vrai que ce chat, il avait quand même une bicytopénie et la présence de cellules circulantes un petit peu bizarre. Donc ici, on s'est intéressé un petit peu à l'hémogramme dans le diagnostic des hémopathies malignes, ou en tout cas dans la suspicion de diagnostic d'hémopathie maligne. Et bien évidemment, comme tu nous l'as mentionné dans l'introduction, il ne faut pas oublier que l'hémogramme sert à bien plus que ça. Et donc en cancérologie, c'est vraiment un truc qui est totalement indispensable pour détecter les répercussions et détecter bien sûr les potentielles complications de la chimiothérapie. Pour aller plus loin en tant qu'interniste et clinicienne, et moi je vais avoir des termes qui vont être beaucoup plus, certainement beaucoup plus naïfs et plus pratico-pratiques que ceux des ClinPad, je m'en excuse d'avance, mais je vais vraiment vous les livrer comme ils arrivent dans ma tête quand je suis confrontée à ce genre de choses et comment dans ma tête d'interniste je les interprète, mes nuages de points, même si ça revient au même, mais mes termes sont beaucoup plus
beaucoup plus simple et simpliste. Et c'est vrai que oui, qu'est-ce qu'on fait quand on est une truffe en frottis, parce que ça arrive à beaucoup de faire des frottis qui sont moches. Donc si je peux pas faire de frottis, j'ai pas trop confiance en mon frottis. Puis surtout, je suis pas du tout sûre de ce que je vois sur mon frottis, et c'est le cas de beaucoup. Ou même, j'ai pas le temps de le faire en fait, parce que clairement, dans l'idéal, c'est super quand on a plein d'assistants, plein d'internes, plein de résidents même qui vont les faire, les frottis. Et dans la vraie vie, avec une consulte au quart d'heure, des fois, clairement, on n'a pas le temps de faire un frottis. Et c'est du temps qu'on ne peut pas prendre, c'est pas qu'on voudrait pas, c'est qu'on ne veut pas. Quand j'ai fait ma résidence, on me disait toujours, surtout, à chaque fois que tu fais une numération formule, il faut que tu fasses un frottis, parce qu'il faut que tu vérifies ce qu'il y a sur ta num. Sauf que quand j'étais résidente, j'avais du temps pour les faire et on prenait le temps de le faire. Et quand on est en clinique, dans la vraie vie, pas toujours, clairement. Il y a aussi les cas de, j'ai des alarmes sur ma num, j'ai des petites étoiles partout, je sais concrètement, du coup, pas trop quoi en faire, je sais bien que j'aurais besoin de vérifier ça au frottis. J'ai besoin d'être sûre de mes globules blancs et de mes plaquettes, j'ai un chien qui est sous chimio, ou j'ai un chien sur lequel j'aimerais faire une chimio, ou j'ai un chien ou un chat sur lequel je suspecte un processus néoplasique. J'ai des alarmes sur mes blancs, j'ai des alarmes sur mes rouges. Avant de me lancer tête baissée dans une exploration, il faut que je sache un petit peu où j'en suis. Et il faut que je sois sûre. Et puis, j'ai peut-être des cellules atypiques, j'ai fait un frottis, j'ai des trucs bizarres, mais je sais pas si c'est juste moi qui les trouve bizarres ou si effectivement c'est bizarre. Et du coup, j'ai pas trop le temps, ni de faire, ni de lire, ni d'interpréter mon frottis. Si j'ai un InView, éventuellement en oncologie, ça va pouvoir vous aider. Je l'utilise depuis maintenant 2 mois en clinique. Et c'est vrai que, j'avais dit à mes assistants, de toute façon, on va continuer à faire des frottis à chaque num parce que je veux que vous lisiez des frottis. Et moi, la première, maintenant, j'avoue que quand j'ai pas le temps, je mets mon sang dans le InView et ça va plus vite. Et honte à moi, mais effectivement, quand on n'a pas le temps, c'est quand même très pratique. Je vais pas vous refaire tout un cours sur l'InView. Sachez que c'est une machine qui, associée à votre lecteur de numération formule, va soumettre les cellules dans un environnement liquidien. Donc vraiment, on va être sur des cellules qui sont pas étalées par un frottis, qui sont un peu pas dans leur environnement naturel, mais à leur état le plus proche de l'état naturel. On va leur soumettre plusieurs longueurs d'onde, plusieurs colorants différents, qui vont du coup générer plusieurs images qu'on va mettre tout ensemble pour générer une belle image composite que vous aurez sur vos comptes rendus, qui est une image qui n'existe pas. C'est pas du tout le reflet de la réalité, mais c'est une image qui aide à illustrer les résultats que vous allez obtenir et qui aide à se rendre compte de ce que la machine est capable de visualiser. Et alors des cas très concrets, notamment où j'ai pioché sur des choses qui pourraient se rapporter à la cancéro, dans lesquelles ça peut nous être utile. Ce chat-là qu'on a eu, c'était un chat mâle de 1 an, stérilisé. Et j'avais un résultat de ProCyte qui me disait, alors, l'interniste lit son ProCyte et dit, voilà, j'ai quasiment pas de bleu, j'ai pas de plaquettes, a priori. J'ai un nuage de rouge qui, a priori, me semble pas si pire. Effectivement, j'ai pas beaucoup de plaquettes, j'en ai même qui sont pas du tout là où elles devraient être. Est-ce que j'ai des amas? Est-ce que j'ai vraiment pas de plaquettes? Comment je peux le savoir? Effectivement, ma machine me dit que j'ai vraiment pas beaucoup de plaquettes. Effectivement, dans le meilleur des cas, et il faudrait systématiquement, quoi qu'on utilise comme machine, faire un frottis sanguin, estimer manuellement, sachant qu'effectivement, si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui est à peu près doué pour la lecture des frottis, on sait que la lecture va être très opérateur dépendant, qu'on n'analyse forcément pas toutes les zones parce qu'on n'a pas les super logiciels pour pouvoir vraiment scanner correctement la lame comme il faudrait. Et puis on sait tous aussi que quand on colore un frottis, tout dépend si l'ASV a eu 3 coups de fil en attendant et que c'est resté 5 ans dans le colorant rouge et que du coup, on va avoir un truc qui est plus ou moins lisible. Et du coup, c'est très difficile de standardiser ça en clinique, en pratique courante. Sur le frottis, effectivement, donc on est toujours sur nos plaquettes à dire, mais sur mon chat, est-ce que réellement j'ai des plaquettes ou est-ce que j'ai des amas de plaquettes? Et là, après, ça va être opérateur, lecteur dépendant. Il y a des cliniciens qui sont très bien sur les frottis, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui commencent et du coup qui sont plus ou moins sûrs de ce qu'ils vont voir au frottis. Et du coup, dans ces cas-là, on a des trucs au frottis, on aimerait bien avoir un comptage un peu plus précis des plaquettes. J'ai quand même l'impression que j'ai des amas au niveau des plaquettes, mais est-ce que le fait d'avoir ces amas de plaquettes fait que mon comptage plaquettaire va quand même être suffisant? Parce que c'est quand même ce que j'aimerais savoir. Du coup, notre joli composite du InView nous dit, ouh là là, j'ai des jolies grappes de raisins, là, clairement. Et ça, c'est des amas plaquettaires. Maintenant, l'InView, il va être capable de vous dire, est-ce que mon comptage plaquettaire, il est adéquat ou pas? Ça, c'est l'image composite globale qu'on obtient à la fin. Des exemples d'images qui vont être générés par les différentes longueurs d'onde et les différents colorants utilisés sur le même amas plaquettaire et qui vont permettre à la machine de les
compter ces plaquettes. Et elle va pouvoir vous livrer un résultat en vous disant, OK, on est sur un comptage adéquat, c'est-à-dire je suis à plus de 150, c'est un peu diminué, c'est significativement diminué, voire c'est nettement diminué. Et on vous livre un résultat final qui va vous dire, ben là, dans le cas de ce chat, en tout cas, le comptage était adéquat. On était à plus de 150, on n'était pas sur une réelle thrombopénie, parce que ce qu'on a pu compter au sein des amas, effectivement, nous faisait dire que la quantité de plaquettes était suffisante. Et dans les considérations diagnostiques à la fin, la machine, elle va vous dire, cette estimation, elle a inclus le comptage des plaquettes individuelles et puis les plaquettes au sein des agrégats. Et on a un comptage qui est supérieur à 150 et ça nous va. Donc effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur le nuage de points, on sait qu'on a des agrégats et qu'on a un nombre suffisant de plaquettes. Et ça, avant de poursuivre une chimio ou même d'investiguer en se disant si on suspecte un processus néoplasique sur ce genre d'animal, savoir si la thrombopénie est réelle ou non avant de se lancer, peut-être baisser dans des investigations, ça peut nous aider. Ned, qui avait 5 ans, c'est un chien, ce coup-ci. Et qu'est-ce qu'on a sur notre analyse de l'hémogramme? Eh moi, je compare toujours avec ce à quoi le nuage est censé ressembler. Donc là, je me dis, bon, au niveau des bleus, c'est les plaquettes, ça a l'air d'être à peu près ce que j'attends. Au niveau des rouges, je suis un peu embêtée parce que j'ai deux trucs. J'ai des choses ici, et des choses en bas. J'ai l'impression qu'au niveau de la dimension de mes globules rouges, c'est assez disparate. Est-ce que j'ai des agglutinats ou est-ce que j'en ai qui sont vraiment tout petits, qui pourraient être éventuellement des sphérocytes ou autre chose? Ceux qui sont tout en bas, c'est les plus petits. Là, j'ai des gros, j'ai des tailles différentes. Puis alors, ok, j'ai un beau nuage de réticulocytes, mais j'en ai quand même plus que ce à quoi je pourrais m'attendre sur un comptage normal. Donc, effectivement, là, j'ai des choses qui sont pas normales. Je suis sur un chien qui a 5 ans, potentiellement je suspecte un processus néoplasique, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au niveau de ce nuage. Que me dit le comptage? Une anémie est présente, elle est modérée, mais elle est présente. J'ai une hémoglobine qui est à 10. Et au niveau des plaquettes, bon effectivement ça on s'y attendait, on l'a vu sur les nuages, ça a l'air de coller. Le frottis, il me dit quoi? Il me dit, j'ai des trucs comme ça, là, ça a l'air d'agglutiner ici, mais est-ce que c'est vraiment de l'agglutination? Parce qu'il faut que je le vérifie, je peux pas dire juste sur un frottis ça agglutine. Ok. Ce qui expliquerait que j'ai de la disparité au niveau des dimensions de mes globules rouges et de ce que compte la machine. Là, il me dit quoi? Il me dit, effectivement, un peu plus près, ça ressemble à des agglutinats. Ça, là, ça ferait plutôt des rouleaux que des agglutinats, mais bon, je suis pas trop sûre de moi. Ça, là, ça pourrait être des réticulocytes. Maintenant, j'ai pas vraiment les moyens sur un frottis comme ça de dire c'est des réticulocytes. Je vois pas le réticulum. C'est à minima des cellules potentiellement polychromatophiles. J'aimerais bien savoir ces petits trucs-là, si ça pourrait être des sphérocytes, ils sont plus petits, ils ont l'air un peu plus denses. Bon voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je dois envoyer? Est-ce que j'en ai suffisamment pour être sûre de moi? Si je suis pas sûre de moi, eh ben je fais une view. Et effectivement, ça c'est une des longueurs d'onde qu'on peut avoir où on voit les gros plâtras ici, qui pourraient vraiment être des agglutinats, effectivement. Les petits trucs qui sont entourés en violet, ça ressemble bien à des sphérocytes, en tout cas la machine va être capable de les identifier comme tels. Autre longueur d'onde qui me permet de voir que effectivement j'ai toujours une petite pâleur centrale, même si elle est moins marquée sur les roses, ça ressemble bien à des sphérocytes, en tout cas ça n'a pas l'air d'avoir un noyau, ces choses-là. Et puis j'ai même des choses en forme un peu d'anulocytes avec pas mal de matériel qui se répartit sur les bords, qui fluorescent bien. Ça en général c'est les cellules polychromatophiles. Le plus souvent, les cellules polychromatophiles, c'est des réticulocytes. Mais sans observer le réticulum, on va dire cellules polychromatophiles pour essayer d'être à peu près correct. Et effectivement, d'ailleurs, ces cellules en forme d'ado, on les voit ici qui fluorescent bien, là. Elles sont jolies, là, tout en mauve. Et ça, c'est l'image vraiment composite que ça va donner avec les globules rouges qui sont agglutinés, les plaquettes qui font une petite nuée étoilée, c'est joli. Et puis, ces autres cellules polychromatophiles. Donc, effectivement, ça a l'air d'agglutiner, ce qui expliquerait que j'avais ce nuage de rouge, là, avec des gros trucs ici. Il y avait des sphérocytes qui expliqueraient que j'en ai qui sont tout petits ici. Et effectivement, sur le chien, le InView va être capable de vous dire oui, ça agglutine, non, ça n'agglutine pas. Il y a une sphérocytose, est-ce qu'elle est discrète, est-ce qu'elle est modérée, est-ce qu'elle est marquée? Et associé à ça, la machine va vous mettre des considérations diagnostiques en vous disant voilà, quand ça agglutine, j'ai peut-être une anémie hémolytique à médiation immune. Les causes possibles, peut-être c'est primaire, on est vraiment sur de l'auto-immun, peut-être c'est secondaire à autre chose. Il y a quelque part un processus inflammatoire, infectieux, néoplasique, une prise de médicaments qui a stimulé le système immunitaire et pour une raison inconnue, qui n'appartient qu'à lui, il a décidé de s'emballer et de s'attaquer aussi aux hématies. Et dans ce cas-là, effectivement, on recommande d'investiguer et c'est ce qui est stipulé dans les considérations diagnostiques.
Typiquement, on le sait, mes collègues vous l'ont dit, l'anémie à médiation immune, elle peut accompagner un processus néoplasique. Tout ce qui va être stimulus du système immunitaire, ça peut être des cellules néoplasiques qui le stimulent. On peut avoir des anémies hémolytiques associées. Et donc, c'est des cas où typiquement, voilà, dans ce contexte-là, c'est bien de s'assurer que ça agglutine ou non. Et s'il y a une présence de sphérocytose, c'est quand même un signe d'appel fort pour une anémie à médiation immune, primaire ou secondaire. Dernier exemple, là on retourne sur les chats. Une chatte un petit peu qui commence à être, disons, d'âge mûr, Lorraine, une femelle. Et qu'est-ce qu'on avait sur Lorraine? Même ce type de nuage que vous connaissez un petit peu étiré, entre guillemets. Plaquettes, pas beaucoup. On a déjà parlé des plaquettes sur le premier cas, donc je vous referai pas tout un cas de InView sur les plaquettes. Mais globalement, on a surtout ces choses-là sur la nume. Une anémie qui est bien présente pour le coup, avec une hémoglobine qui est très basse, donc vraiment une anémie majeure, une diminution de l'hématocrite majeure aussi qui lui est associée. Et puis ici, des choses qui pourraient tout à fait être des réticulocytes, même si ça n'a pas l'air d'être fou non plus. Et sur le nuage des blancs, c'est ce que disaient Cathy et Camille tout à l'heure. Moi, avec mon œil d'interniste, je dis ouais, ok, donc là, ça se catapulte de partout. J'arrive pas à séparer ces deux populations-là. L'info mono, c'est pas très net. Et j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de neutraux par rapport à ce à quoi ça devrait ressembler. Moi, je vais pas plus loin, perso. Je compare si, effectivement, qu'est-ce que ça me dit au niveau... Il y a des alarmes, déjà. Donc, effectivement, la machine, elle a de quoi pas être très sûre, puisque tout se catapulte. Et effectivement, de ce que dit la machine, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de neutraux. Il y a beaucoup de mono. Cathy vous l'a dit, une grosse monocytose sur un chat, c'est pas un truc, voilà, qui est très courant. Donc, il faut quand même s'attarder un petit peu dessus. Et effectivement, il y a une leucocytose de façon globale. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps de faire un frottis ou je suis pas trop sûre. Je fais un InView. Mon frottis, il me dit ça. Il me dit, moi là, quand je le regarde comme ça, le premier truc que je me dis, c'est, ouais, il y a des gros trucs ici et je sais pas ce que c'est. Et c'est vraiment gros pour être des lymphocytes. Ou alors c'est des gros lymphos. Ou alors c'est des jeunes lymphos. Et clairement, je ne vais pas au-delà en tant que bonne interniste. Je me dis, ouais, voilà, ces trucs-là, c'est bizarre. Bon, ça a l'air d'avoir des noyaux en plus qui sont pas toujours tout ronds. Je sais pas trop ce que c'est, clairement. Et là, je vais pas aller trop plus loin. Je vais passer ça dans le InView et je verrai bien ce qu'elle me dit. Et effectivement, il y a des trucs comme ça. Et le InView, lui, va les regarder sous différentes longueurs d'onde. Et là, on voit déjà se dessiner à cette longueur d'onde-là, sous cette luminosité-là, qu'il y a des trucs, effectivement, qui semblent être des noyaux, qui semblent être un petit peu irréguliers. On peut un petit peu les dessiner. Et puis, si je les regarde sous différentes longueurs d'onde, effectivement, ça a l'air d'être des cellules un peu bizarres. Et qu'est-ce qu'il va me dire au final? Basé là-dessus, il va faire son image composite qu'il mettra dans son rapport pour montrer, voilà, c'est très joli, il y a des tas de lumière et de la fluorescence de partout. Et ce qu'il va nous dire surtout, c'est qu'il a identifié des cellules atypiques, il va nous les donner en pourcentage et il va faire des considérations diagnostiques associées en disant, voilà, j'ai des cellules nucléées, il les appelle souvent autres cellules nucléées, en disant, voilà, c'est peut-être des cellules précurseurs, donc des cellules plutôt jeunes qui sont pas censées se trouver là, mais qui ont été relarguées. Ça peut être des cellules qui ont une origine réactionnelle, ça peut être aussi des cellules néoplasiques, ça pourrait être des mastocytes aussi. Et là, l'évaluation d'un frottis sanguin, elle est recommandée par quelqu'un qui s'y connaît, qui sait le lire, parce que là, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, que t'aies fait ton frottis ou que t'aies fait ton InView, j'ai des cellules bizarres et là, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui regarde ça. Voilà en gros des cas qu'on va rencontrer typiquement en cancérologie. Dans les cas, on est bien content de pouvoir mettre sa petite goutte de sang dans sa machine. Et effectivement, oui, ça fait gagner du temps. Et même si, à mon corps défendant, au début, j'ai voulu continuer à bien faire mes frottis tout comme il fallait, j'avoue qu'effectivement, quand j'ai pas le temps, je l'utilise. Et c'est vrai que globalement, ce que j'ai dit aux internes et aux assistants, c'est voilà, quand vous avez des petites étoiles sur votre NUM, quand vous avez des anomalies de votre numération, quand ce que vous avez sur la NUM ne colle pas avec votre clinique, quand vous avez des thrombopénies ou des thrombocytoses, vous passez votre sang dans le InView et ça vous aidera aussi. Souvent, ils font leur frottis en parallèle et ça fait une aide supplémentaire. Et ça les aide aussi à savoir, ok, est-ce que moi, ce que j'ai vu, c'était à peu près ce qui colle avec ce que dit la machine et surtout savoir quand envoyer un CleanPad qui va lui avoir son œil d'humain dessus et qui va rentrer dans des nuances et dans des détails que clairement la machine ne vous donnera pas parce que c'est une machine. Aujourd'hui, c'est clair que oui, avec l'InView, vous avez accès à de la morphologie sanguine. Vous pouvez aussi faire la cytologie auriculaire. À titre personnel, en tant que clinicienne, je vois moins d'oreilles que de soucis au niveau de la NUM. L'aspiration à l'aiguille fine est en route pour rapidement, on le souhaite. Maintenant, je suspecte un cancer, j'ai fait ma NUM, j'ai fait mon hémogramme, j'ai fait un frottis, j'ai fait un InView. Et effectivement, je me dis que peut-être il y a un processus néoplasique chez cet animal. Est-ce que je pourrais faire autre chose avec le sang? Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai régulièrement fait des bilans sanguins, que ce soit sur un chien âgé qui venait pour autre chose ou sur un animal où les gens me disent « Ah, c'est chouette ».
je suis vraiment content, il y a tout bien, il y a rien en rouge, il a pas de cancer. Et des fois, je lui dis, on peut pas, à moins qu'il y ait une leucémie monstrueuse, et même encore juste sur l'anume, je pourrais jamais vous garantir que c'est pas une réaction leucémoïde liée à autre chose, mais c'est pas parce qu'il a tout juste et que toutes les petites barres sont au milieu qu'il a pas de cancer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué. On n'a pas de marqueur qui permet de vous dire, OK, il y a un cancer. Ou peut-être que si. Ce test-là, il sera lancé en Europe en mars. Il est déjà présent aux US. Et il s'appelle Cancer DX. Et on l'a appelé Cancer DX parce que le but, c'est qu'il puisse tester plein de cancers. Les cancers les plus courants, en tout cas, qu'on va être amené à suspecter ou à rencontrer chez le chien, dans un premier temps. Et il va être lancé en Europe en mars et il va être lancé en commençant par le lymphome. Donc, le but, c'est effectivement de pouvoir le dépister, de pouvoir le diagnostiquer. On espère même pouvoir le monitorer, mais ça, on attend encore des données. C'est un test qui va s'envoyer au laboratoire de REF, c'est un test qui se fait sur du sang. Donc normalement, en général, dans ces cas-là, on a déjà prélevé du sang pour faire à minima une nume, une bioche. Ça se fait sur du sang EDTA plus du sérum. Et ça utilise plusieurs technologies qu'on va mélanger tout ensemble pour justement mesurer la présence ou l'absence de biomarqueurs spécifiques du lymphome canin qui circulent dans le sang. Il se fait au laboratoire de référence. Le délai de rendu des résultats, c'est quelques jours. Et la spécificité de 99%, sensibilité 79%. Et le résultat que vous allez recevoir, c'est en gros, OK, c'est compatible avec un lymphome ou c'est pas compatible avec un lymphome. Et quand c'est compatible avec un lymphome, dans plus de la moitié des cas, le test sera capable de vous dire si c'est un lymphome B ou un lymphome T. Ça, c'est des données de l'étude qu'on a utilisée pour la vérification et la validation des données. On avait pris 3 groupes d'une centaine de chiens à chaque fois. Il y avait les chiens apparemment sains. Il y avait les chiens qui étaient malades, mais qui avaient autre chose qu'un lymphome. Donc il y avait d'autres cancers, il y avait des maladies inflammatoires, il y avait des maladies vectorielles, des chiens malades, il y avait des maladies digestives, des entéropathies chroniques, des choses comme ça. Puis il y avait des chiens qui avaient un lymphome. Je vous ai mis ici, là, sur la droite, tous les types de lymphomes qu'on a pu voir. En grande majorité, c'était des multicentriques. On a eu un lymphome vraiment primitivement rénal, c'est celui qui est classé ici dans autres. On avait majoritairement du phénotype B et majoritairement du stade 3, c'est-à-dire vraiment multicentrique, les ganglions répartis sur tout le corps. Les méthodes de phénotypage qui ont été utilisées, je vous les ai listées ici, donc il y a eu du PAR ou de l'acéto en flux pour essayer de savoir si c'était du B ou si c'était du T. Et ce qu'on constate, c'est qu'au niveau du signal qu'on a obtenu avec notre test Cancer DX, on parle de signal parce que comme on a combiné, c'est vraiment multi-omique et qu'il y a plusieurs techniques combinées, on génère in fine un signal qui est consistant ou non avec la présence d'un lymphome et qui colle avec la présence des biomarqueurs ou non. Et clairement, il y avait quand même une nette grosse différence entre les chiens qui souffraient de lymphome, les chiens qui souffraient d'autre chose qu'un lymphome et les chiens qui étaient sains, en tout cas en apparence. Du coup, ce test-là, ce qu'on vise, c'est qu'il puisse être utilisé aussi bien chez des patients apparemment en bonne santé mais qu'on veut dépister, ou sur des patients malades où on a une suspicion clairement de lymphome. Et sur les patients en bonne santé apparente sur lesquels on peut utiliser ce test, il y a vraiment 2 grosses populations sur lesquelles on va recommander ce test-là. Donc sur un chien qui apparemment va bien mais qui pourrait effectivement souffrir de lymphome, c'est tous les chiens seniors de plus de 7 ans, parce qu'on sait que c'est une population où c'est même des fois une demande de la part des propriétaires, et puis les chiens à risque, de race à risque, de plus de 4 ans. C'est vraiment ces 2 populations-là qu'on va vraiment essayer de viser dans le cadre du dépistage. Sur les chiens cliniques, bien évidemment, n'importe quel chien qui a une suspicion clinique de lymphome avec des grosses grappes de raisin à la place des ganglions sera un sujet tout à fait éligible pour qu'il soit testé par le test, quel que soit son âge et quelle que soit sa race. Et ensuite, vous avez un algorithme. Comme n'importe quel test, le test est simple en lui-même, c'est en gros, soit ça revient non compatible avec un lymphome, et dans ce cas-là, alors à moins d'avoir vraiment des grappes comme ça, clairement il va falloir l'exclure à tout prix et faire une cytoponction, ou le réévaluer lors de la prochaine visite s'il y a vraiment rien qui est en faveur. On est sur du dépistage, on est sur un propriétaire hyper intense, super angoissé, qui veut vraiment savoir si son chien potentiellement a un lymphome. Voilà, si le chien, cliniquement tout va bien, que les résultats reviennent négatifs, voilà, ça reste un test, mais du coup, c'est effectivement pas trop la peine d'encourager les gens à se lancer dans des tas d'examens. Et ça revient compatible avec un lymphome. Et là, ça va dépendre de, OK, mon test revient compatible avec un lymphome. Est-ce que mon chien est en bonne santé apparente ou est-ce que mon chien, il a déjà des signes? Mon chien a déjà des signes cliniques compatibles avec un lymphome, il a une adénomégalie, par exemple, le test en plus revient positif. Dans le meilleur des cas, il vous donne en plus un phénotype. Oui, clairement,
on va pas trop tergiverser. Lui, on va pouvoir attaquer le bilan d'extension et puis on va stader, on va même voir référer si les gens sont partants pour faire plus de choses et voir une chimio ou un autre traitement. Et puis, ça revient compatible avec un lymphome. Le chien est apparemment en bonne santé. J'ai regardé partout, j'ai tout palpé, il n'y a rien. J'ai fait des examens un peu plus poussés, j'ai mis un coup de sonde d'écho, j'ai fait une radio, je trouve vraiment rien compatible avec un lymphome. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais dire, celui-là, on va le suivre. On va pas le lâcher. Il est d'une race à risque. Il a un âge qui le rend à risque. Celui-là, je le lâche pas. Qu'est-ce que vous allez faire? On va programmer des visites de contrôle. Ça peut être toutes les 4 à 8 semaines. Et vous, à la maison, je vais vous montrer quoi surveiller. Et si vous avez le moindre doute, si le chien commence à bricoler, n'attendez pas comme on le ferait, parce qu'on le fait tous. Ma chienne, elle a 13 ans. Quand elle mange moins, qu'elle a des périodes où elle vomit un peu, où elle est un peu plus fatiguée, honnêtement, j'attends que ça passe en général. Si effectivement, au bout de 2-3 semaines, elle est toujours un peu bizarre, elle mange, mais c'est pas comme d'habitude, je vais peut-être commencer un peu à investiguer. Après, je dis pas que je suis la meilleure propriétaire du monde, mais c'est vrai que les propriétaires, ils sautent pas, à moins d'être hyper intenses, sur une visite de contrôle. Si le cancer des X est revenu positif il y a quelques semaines et que le chien commence à bricoler, en général, ils reviennent plus tôt. Ça permet de dépister plus tôt et de tomber peut-être sur le lymphome plus tôt. Et c'est ça qu'on veut. Dans l'étude de cas qui accompagne notre collecte géante de data, parce qu'on va suivre à terme plus de 5000 chiens, parce que tous les positifs et les négatifs, faut suivre pour voir comment ils évoluent. On a réussi, dans certains cas, le cas de Tracy, qui est aux US, on a eu un cancer des X positif 50 jours avant que la chienne ne devienne clinique. Et on avait un lymphome diffus de type B qui était revenu au cancer des X compatible avec un lymphome mais de phénotype indéterminé. Et on a eu aussi Rose qui était une grosse dog allemand qui pareil, elle a été positive au cancer des X 96 jours avant de revenir avec des nœuds lymphatiques hypertrophiés. Et effectivement, on était sur du lymphome à cellules intermédiaires, voire grandes. Donc effectivement, si les gens reviennent plus tôt, ça peut aider aussi à détecter et à prendre les choses un peu plus tôt et à agir plus tôt aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, le lymphome, c'est que le début. Le but, c'est que d'ici 2028, on ait ajouté un maximum de cancers à ce panel cancer des X et que du coup, les vétérinaires, on puisse être capables d'envoyer le sang de l'animal en disant, OK, bah là, moi, lui, je suspecte un lymphome, je voudrais un test cancer des X lymphome. Là, je suspecte un mastocytome. Là, je suspecte un mélanome. Là, je suspecte un autre type de cancer. Je voudrais pouvoir le tester. Et le but, c'est d'avoir un test simple parce qu'il demande pas des grosses manips, même pas une cytoponction et un test qui soit aussi abordable. Parce que le but, c'est que ce soit quelque chose qui puisse être aisément inclus dans la pratique et qui permette aussi de pouvoir déjà commencer un peu à avancer avant soit d'investiguer plus loin, soit d'aller référer. Et on n'en a pas toujours ni les moyens, ni l'opportunité, parce que des fois, on est loin des centres de référé. Ça permet de pouvoir déjà avancer, de pouvoir commencer à discuter aussi avec les gens. Effectivement, on attend le InView dans tout ce qui sera cytologie des masses et nodules parce qu'après, ils vont travailler ensemble. On va pouvoir intégrer ces deux entités-là. On aura l'IDEX cancer des X, le test sur le sang d'un côté. On aura le InView qui pourra nous regarder des cellules. Et c'est sûr que ça va apporter plus d'outils, une meilleure vision des cas, plus de choses qui vont nous aider dans l'interprétation et dans la gestion de nos cas. Ce QR code-là, c'est celui que vous pouvez scanner si vous le souhaitez. Toutes les ressources sur la cancéroïdex sont dessus. Pour l'instant, c'est beaucoup en anglais parce que j'ai pas fini de tout traduire. Mais ça va arriver. Mais ici, vous aurez vraiment accès à tous les e-learning et tous les documents sur le test cancer des X notamment. Mais aussi, il y a pas mal de webinaires sur l'onco. C'est plus ou moins long. Donc, ça s'adapte un petit peu à tous les timings et à tous les agendas. Donc ça peut, c'est quelque chose déjà qui peut vous aider à vous familiariser avec les choses. Et puis honnêtement, il y a des webinaires qui sont assez sympas pour se remettre un peu le cancer en tête, comment discuter avec les propriétaires, parce que c'est quand même un sujet super émotionnel. C'est aussi pour ça qu'on visait une spécificité la meilleure possible parce que un faux positif, c'est compliqué. Quand on lance les gens dans des investigations et que derrière ça va, finalement, alors bonne nouvelle, vous avez fait un gros work-up et puis finalement il n'y avait rien. C'est clairement la chose qu'on veut éviter, surtout leur faire l'ascenseur émotionnel. Là où je travaille, on n'a pas d'oncologiste, donc en tant qu'interniste, je fais pas mal d'onco et les consultes d'onco, on sait tous que c'est un sujet qui est sensible. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de savoir discuter, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mails, c'est beaucoup de gens où on a passé 45 minutes, 50 minutes à expliquer. On pense qu'ils ont compris, puis on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on a prononcé le mot cancer, le mot chimio, il y a le freeze total. Et en fait, même eux, ils pensaient qu'ils écoutaient, mais en fait, juste, ils ont entendu, mais ils sont restés un peu bloqués. Et je le vois, je reçois des mails le surlendemain où ils ont des questions toutes
tout est possible et ils se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui leur viennent. Donc c'est un sujet qui est compliqué à aborder, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont côtoyé le cancer dans leur famille, dans leurs proches, qui ont beaucoup d'idées préconçues. C'est vraiment un sujet qui est compliqué, c'est un domaine qui est sensible et le but c'est qu'on ait plus d'outils, qu'on sache aussi bien s'en servir parce qu'un test, ça reste un test. Il a toujours des avantages, il a toujours des limites aussi. Et le but c'est comme n'importe quel paramètre, qu'il soit biochimique ou n'importe quel test ou n'importe quel examen complémentaire, le but c'est de savoir bien s'en servir et toujours se dire comme partout, un seul test, un seul examen ne donnera jamais la réponse. Le but c'est de faire un puzzle, d'avoir un maximum de pièces à assembler pour avoir la vue la plus claire possible. Et là où il faut bien les connaître, nos tests, c'est que quand on est limité par le budget, et c'est quand même souvent le cas, on peut pas tout balancer et faire tout ce qu'on aimerait faire, au mieux on connaît nos tests, au mieux on va être capable de les choisir, de bien les sélectionner et d'essayer d'aller à l'essentiel pour le patient, pour l'animal, en fonction du contexte aussi. Et particulièrement en onco où c'est pas comme les autres disciplines. On a vraiment cette dimension émotionnelle qui va venir pas compliquer les choses, ça les rend très intéressantes, mais ça fait que l'abord il est pas le même et qu'on va pas discuter cancer comme on leur dirait coucou il est diabétique, même s'il va falloir expliquer après derrière pour les diabétiques que ça va quand même pas être une mince affaire. Mais le cancer ça touche quelque chose de beaucoup plus profond.